exigences de transparence, d'imputabilité et de reddition des comptes attachés à la gestion des deniers publics ont conduit le législateur à créer une Cour des comptes en remplacement de la Chambre des comptes, la Cour suprême, conformément aux dispositions des articles 77 et 116 de la Constitution de 2010. En 2013, la loi organique sur la Cour des comptes a été adoptée. Mais toutefois, ce n'est qu'en 2016 que l'opérationnalisation de la Cour des comptes a commencé. Et dès sa mise en place, la Cour des comptes s'est employée en premier lieu à se doter des capacités humaines et institutionnelles ainsi que les moyens logistiques minimums pour son fonctionnement. Elle a poursuivi sa mise en place par le développement d'outils devant lui permettre d'exercer pleinement les missions de contrôle, de conseil et d'assistance à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, la France, Expertise France, à travers le projet renforcement des corps de contrôle en sa version 1 et 2, et le gouvernement guinéen, 2 concours ont été organisés pour le recrutement des conseillers référendaires et des auditeurs, et parallèlement, plusieurs textes internes nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ont été élaborés. C'est en 2017 que les activités de contrôle de la Cour ont réellement démarré, ce qui a permis à la Cour des comptes de réaliser plusieurs contrôles tant en Guinée qu'au niveau régional et africain. Ce sont les extraits de ces activités de contrôle qui sont consignés dans les différents rapports annuels de 2017, 2018, 2019 et 2020 de la Cour des comptes que j'ai l'honneur de vous remettre conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution et des articles 3 et 24 de la loi organique sur la Cour des comptes. Je cite, « La Cour des comptes élabore chaque année, à l'attention du Président de la République et du Président de l'Assemblée nationale, un rapport d'activité sur les résultats de l'ensemble de ses travaux de l'année précédente. Ce rapport retrace les observations, recommandations et conclusions formulées par la Cour et présente, le cas échéant, les propositions de réforme qu'elle estime utiles. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République. Excellences, Monsieur le Président, les 4 rapports qui vous seront remis tout à l'heure, plus 3 autres rapports thématiques, portent principalement sur le rappel de quelques missions, attributions et organisations de la Cour des comptes, l'élaboration d'un manuel de procédure et 8 guides de contrôle, l'appurement des arriérés juridictionnels des comptables publics, le contrôle de la gestion d'une vingtaine d'entités publiques, le contrôle des comptes de campagne des élections communales du 4 février 2018, des contrôles thématiques tels que l'audit de l'état de préparation de la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD par la Guinée et la prestation de serment de certains comptables publics. Au cours de ces missions, la Cour a formulé plus d'une centaine de recommandations à l'attention des services contrôlés ainsi que des ministres de tutelle technique et financière. Elle a également adressé des référés aux 10 départements. En ce qui concerne les entités contrôlées, chacune d'entre elles a reçu une copie du rapport d'observation définitive. Ces rapports complets et individuels pour chaque entité ont été également transmis aux différents ministres de tutelle technique et financière. Sur le plan international, la Cour des comptes a été élue en 2020 membre du Bureau des vérificateurs externes de l'Union africaine pour représenter l'Afrique de l'Ouest pour les exercices 2020 et 2021. À ce titre, elle a réalisé l'audit des états financiers de l'exercice 2020 du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Étant membre du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle de l'Afrique francophone au sud du Sahara, CREFIAF, la Cour des comptes a participé à des audits coopératifs financés par la Banque mondiale pour quelques 4 pays africains. Il s'agit de l'audit de l'état de préparation de la Guinée à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, tel que je viens de le dire, l'audit des contrats et des revenus issus des industries extractives des exercices 2015 et 2016, l'audit des mécanismes de lutte contre la corruption mis en place par l'Agence nationale de lutte contre la corruption de 2012 à 2018. Nous allons vous remettre un rapport là-dessus, et l'élaboration d'une stratégie d'implication des parties prenantes de la Cour des comptes. Actuellement, la Cour des comptes est membre de l'équipe d'audit coopératif et environnemental coordonnée par l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle sur le plan environnemental, AFROSA-UEGA, sur le bassin du fleuve Niger qui regroupe les pays suivants, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Sur le plan international, étant l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en Guinée, la Cour des comptes est membre de toutes les organisations internationales
chargées du contrôle des finances publiques auprès desquelles elle s'acquitte régulièrement de ses contributions. Il s'agit de l'INTOSAI, l'ASCUF, l'AFROSAI, le CREFIAF, le CRI et l'Association des auditeurs généraux de la CEDEAO. Aussi, nous bénéficions de l'appui de l'initiative de développement de l'INTOSAI, qui a son siège à Oslo, qui nous a accompagnés en produisant notre plan stratégique 2020-2024. Aujourd'hui, notre ISC, dans le cadre de son cheminement, bénéficie de soutien externe de la part de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne, de l'USAID et de la Banque mondiale. Excellences, Monsieur le Président de la République, sans une gouvernance améliorée, les politiques, programmes et projets exécutés ne produiront pas les résultats escomptés de la mise en œuvre des différents plans de développement au niveau national. L'exigence d'une bonne gestion publique ne peut être atteinte sans le contrôle interne et externe, mais aussi le contrôle a posteriori. À la suite du Premier Président, la Cour porte quelques observations et recommandations sur l'exécution du budget national et des autres budgets. En effet, en prenant les recettes, sur plusieurs années, il ressort que la progression de l'exploitation minière dans notre pays n'a pas été proportionnelle à l'augmentation des recettes issues de ce secteur. L'exploitation intensive de la bauxite a provoqué, en effet, la production minière s'est significativement accrue ces dernières années, alors que les revenus issus du secteur restent faibles, avec peu d'impact sur le développement national et local. L'exploitation intensive de la bauxite a provoqué un véritable désastre environnemental. À titre d'exemple, des trains chargés de terre de bauxite traversent toute la ville de Conakry et plusieurs autres localités peuplées sans sarcophage, engendrant des conséquences sanitaires très graves sur les populations. Le résultat des contrôles effectués sur les revenus issus du secteur des mines dans le cadre de l'initiative de la transparence dans la gestion des industries extractives est consigné dans les différents rapports qui vous sont remis, Monsieur le Président. Concernant toujours les recettes, la seconde mine vivante non exploitée dans notre pays est le foncier bâti et non bâti. Cette fiscalité relativement impopulaire est cependant la principale ressource des collectivités dans tous les pays. En effet, les riches propriétaires fonciers de la Guinée ont non seulement privé les citoyens du droit à la mer, mais aussi à l'air pur. Et de surcroît, ils ne payent pas ou presque pas d'impôts. Il revient de redresser cette situation à travers une fiscalité appropriée et dissuasive. Le troisième grand problème à résoudre est la gestion du patrimoine bâti et non bâti de l'État. À ce niveau, chacun s'est servi presque gratuitement et l'État aussi est resté laxiste et parfois même complice des mauvaises pratiques. Certaines conséquences de toutes ces pratiques sont qu'à ce jour, des centaines de baux en construction non exécutés sont détenus par des citoyens. De nombreux services publics louent des bureaux auprès des privés à des prix exorbitants. L'État continue de concéder à titre locatif ses propres magasins et bâtiments d'habitation à des prix très dérisoires. Pour les recettes non fiscales, les problèmes relevés sont entre autres une identification inachevée des sources de recettes, une réglementation incomplète des sources de recettes, une pratique tarifaire des recettes rendue par l'État faible et obsolète, une forte utilisation des recettes à la base par les services par faute de crédit de fonctionnement, de mauvaises tenues de compte d'emploi des valeurs inactives, le non-respect des clauses contractuelles sur la rétrocession des prêts aux entreprises publiques, le manque de motivation des cadres et agents, le non-renforcement des capacités des cadres et agents, impact négatif sur les recettes, forte tendance à minorer les prévisions dues à la difficulté d'évaluation du potentiel réel des recettes, déperdition des versements au trésor public, forte utilisation des recettes à la base, forte propension à la mauvaise gestion. Les mesures concrètes à court et moyen terme pour réussir une exécution correcte des prévisions de recettes, ouvrir des crédits
nécessaires pour assurer l'équipement et le fonctionnement des services générateurs de recettes. Désigner des agents intermédiaires du Trésor pour les services générateurs de recettes qui n'en disposent pas. Former les intervenants directs dans le processus d'exécution et de suivi des recettes en organisant des formations sur des thèmes spécifiques. Revoir la politique de rétrocession des prêts aux entreprises et réactiver le mécanisme de suivi des fonds de contrepartie. Mettre en place un mécanisme approprié de motivation de tous les agents mobilisateurs de recettes. Pour les services dont le fonctionnement l'exige, affecter directement un pourcentage des recettes pour assurer le fonctionnement quotidien. Mettre en place une comptabilité dynamique de gestion des valeurs inactives. Les dépenses, du point de vue des dépenses publiques, compte tenu de l'insuffisance des ressources, il est important de procéder à une allocation efficiente des crédits. Le niveau actuel des crédits affectés à l'investissement est faible. Il ne peut pas booster suffisamment l'économie, car les contraintes sont nombreuses et aussi prioritaires les unes que les autres. Pour améliorer la prestation des services publics à la base, il est nécessaire que les crédits alloués arrivent à la ligne de front, c'est-à-dire dans les services prestataires, notamment les services de santé, de l'éducation, de l'agriculture, des travaux publics et de la justice. En effet, bien que théoriquement ventilés dans le livre du budget de l'État, les crédits alloués aux services déconcentrés n'arrivent pas toujours à la base pour être exécutés sous contrôle en faveur des services bénéficiaires. Il est nécessaire d'inverser cette tendance. Aussi, il est impératif que les régions bénéficient de crédits d'investissement qui seront exécutés sur place, car par les gouverneurs des 8 régions et les préfets. Ainsi, ces derniers seront responsables et évalués dans la réalisation des actions de développement d'intérêt régional et préfectoral. Monsieur le Président, en réalité, de Conakry, il est presque impossible de cerner pertinemment les besoins locaux et de les couvrir par télescopage comme ça se passe actuellement. La Cour des comptes a fait de pertinentes recommandations dans son rapport d'audit de l'état de préparation à la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ODD, en République de Guinée, pour l'agenda 2030. La pratique actuelle de mise en œuvre du budget national ne favorise pas le développement des régions et des préfectures. L'une des conséquences observées est la désertion des bureaux de l'administration à l'intérieur du pays et l'immobilisme total. Il est nécessaire que les régions et les préfectures bénéficient d'allocations budgétaires et gèrent directement les budgets d'investissement de leur localité et contrôlent surtout les projets relevant de leur ressort. Comme mesure d'accompagnement, il est nécessaire de rétablir les directions régionales de passation des marchés qui ont existé dans le passé. La Cour des comptes recommande que l'État assure le fonctionnement des préfectures en tant qu'entité administrative, à l'instar des régions. Ainsi, les impôts locaux perçus actuellement en faveur de ces entités pourraient être transférés aux communes et aux conseils régionaux. Ce transfert accroîtra les moyens des nouveaux bénéficiaires qui pourront mieux faire face à leurs compétences telles qu'indiquées dans le Code des collectivités. Il n'y a pas de développement sans décentralisation réussie. Or, l'État ne peut pas tout faire. De mémoire d'observateurs, les pays les plus développés en général sont ceux qui ont réussi un bon développement local grâce à la décentralisation. Concernant les établissements publics administratifs et les sociétés anonymes, les établissements à caractère administratif sont trop nombreux et manquent de moyens. Environ 20% d'entre eux peuvent assurer leur autonomie financière, 30% leur semi-autonomie, et les 50 autres ne peuvent tenir qu'à coût de subventions entières de l'État. Ce volet mérite donc un véritable tri pour ne retenir que ceux qui répondent aux dispositions de la loi organique 056 relative à la création, l'organisation et le fonctionnement des établissements publics administratifs. Les collectivités territoriales et locales. À ce jour, les collectivités ne disposent pas de moyens de leur autonomie. Elles sont confrontées à des difficultés qu'on peut résumer comme suit.
l'insuffisance des moyens financiers, le manque de personnel compétent, le manque de renforcement des capacités institutionnelles. Comme piste de solution, il faut entre autres densifier la fiscalité locale en élargissant la base fiscale et concéder aux collectivités en totalité certains impôts partagés actuellement tels que les vignettes et autres. Renforcer les capacités institutionnelles des collectivités par un soutien accru des services déconcentrés, alléger le poids des tutelles qui empêchent souvent l'éclosion des initiatives locales. Voici, Monsieur le Président, quelques observations et recommandations de la Cour des comptes. Je vous remercie.